merci d'être venu si nombreux, parce que c'est vrai qu'il y a du monde dans la salle ce soir. Je me présente, moi je suis Tristan Dumoussel, je suis machine learning engineer et je suis responsable de l'offre MLOps pour le groupe BPCE. Donc je ne vais pas vous refaire une présentation de ce qu'est le groupe BPCE, mais ça regroupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne et Natixis. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Natixis aussi, la partie IT de Natixis a été rachetée par le compte BPCE. Moi je faisais partie de Natixis avant et je suis passé côté BPCE SA aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler de comment j'ai perdu mes cheveux et je les ai récupérés derrière, on va plutôt parler de MLOps, d'industrialisation de projets de machine learning, mais aussi des pipelines CI/CD, ça a été mentionné tout à l'heure, de la partie DevOps, MLOps, et en ouverture, on aura aussi les sujets cloud qu'on a pu voir dans nos équipes. Donc une rapide présentation de notre équipe. Moi, je travaille dans une équipe qui s'appelle Big Data et Architecture. C'est une équipe transverse qui accompagne plein d'équipes pour le groupe. On a pas mal de compétences. On est autour de sujets donc, type conteneurisation, mise en place d'architecture data, data management aussi. On a la partie conteneur, Kafka. On accompagne aussi au niveau des sujets big data sur une plateforme Hadoop on-prem. On essaye d'accompagner sur tout type de sujet aujourd'hui. Et pour ma part, je bosse sur la partie architecture MLOps, industrialisation de projets de machine learning, et du coup aussi dans l'accompagnement des équipes pour mettre en place en fait ces différents sujets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va essayer d'articuler ça autour d'un cas d'usage précis qui s'appelle SmartTech. Je vais vous le présenter juste après. Le but, c'est de refaire une chronologie des déploiements chez nous. Donc par quelle phase on est passé et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On parlera aussi des approches conteneurs, de comment on a appliqué nos patterns MLOps aujourd'hui sur des sujets qui sont passés par plusieurs phases, et notamment par des phases DevOps aussi il y a quelques années. Et on finira sur la présentation du pipeline MLOps et des différenciations qu'on peut avoir sur des sujets on-prem et cloud aujourd'hui. Donc notre use case aujourd'hui s'appelle SmartText. SmartText, c'est un sujet assez simple. C'est en fait la mise à disposition de différentes API autour du NLP pour plusieurs raisons. Donc on a une partie traducteur français-anglais qui est mise à disposition de tous les collaborateurs. On a une partie de détection de ce qu'on appelle les bad words. Donc c'est si jamais dans des communications, par exemple, on a un vendeur qui va dans son débrief utiliser des mots qui sont interdits par la compliance, on va les détecter pour les sortir aussi. La détection de la langue, et on a plusieurs modèles qui sont en cours de développement qui sont aussi la détection d'entités, donc des noms communs, enfin des noms propres, des localisations, des monnaies, etc. Et aussi de keywords pour pouvoir ressortir des hashtags dans des communications aussi. Pour parler rapidement du projet SmartText, le framework sous-jacent c'est Transformers, donc depuis le repo assez connu aujourd'hui Hugging Face. Les modèles, il y a une partie qui est en développement interne, donc il y a une partie qui a été modélisée par nos équipes de data science, et une partie d'utilisation des modèles open source fournis par Hugging Face. Pour l'aspect API, on est sur Flask, donc on est assez classique. Je ne l'ai pas mentionné, mais le développement est en Python. Le but de ce projet-là, c'était d'être facile à l'utilisation, d'avoir un temps de réponse rapide, de pouvoir être déployé sous plusieurs formes, donc batch ou sous forme d'API, d'être ouvert pour tous les collaborateurs BPCE. Donc pourquoi? C'est parce qu'en fait derrière on l'a aussi intégré sous forme de plugin sur Outlook, donc pour la traduction de langage, notamment donc français-anglais, parce qu'on a certains collaborateurs qui ne parlent pas forcément très bien anglais, ça leur facilite aussi un peu le travail aujourd'hui. On voulait avoir donc un projet qui est facilement donc scalable, qu'on puisse facilement mettre à jour aussi. On ne voulait pas de données stockées, donc c'est-à-dire on veut aussi déployer notre infrastructure assez rapidement et on veut être en fait agnostique de la plateforme sur laquelle on déploie. C'est pour ça que je vais vous présenter aussi la partie Kubernetes. En ce qui concerne, on va remonter 6 ans en arrière d'abord.
pour que je vous présente un peu comment on a réussi à articuler aujourd'hui ce projet. Donc simplement, sur nos projets de machine learning, on se rendait compte que notre data scientist, comme dans n'importe quel use case assez concret, passait par sa phase d'expérimentation. Derrière, on avait nos data ingénieurs qui reprenaient le projet et qui s'occupaient de reprendre aussi toute cette partie pipeline de machine learning et récupérer du coup soit le modèle directement, soit pouvait récupérer tout le pipeline et devait le réexécuter complètement. Donc on se rendait compte qu'on avait une phase de livraison de projet qui était assez lente et le time to market était très moyen. On avait des métiers qui n'étaient pas forcément contents de ça. Derrière, on avait notre data ingénieur qui devait aussi s'occuper de récupérer toute la partie toute la partie données, devait construire lui-même la partie collecte de données, donc tout le data pipeline qu'on avait derrière. Tout ça pour arriver à notre service de prédiction. Donc, on se retrouvait avec des temps de livraison hyper conséquents. Donc, on a dû travailler là-dessus il y a quelques années. Et ce projet-là, le projet SmartText que je suis en train de vous présenter, il est rentré dans cette dynamique de changement vis-à-vis de tout ce qu'on avait à déployer derrière. Vous pouvez le voir assez rapidement. Les limites de l'approche que je viens de vous montrer, ils sont assez simples. Pas de déploiement continu, je vais en citer que quelques-uns, on va pas tous les faire, mais pas de versionning. On avait des data scientists qui avaient une très faible autonomie, on avait des data ingénieurs qui étaient obligés de reprendre le projet, donc on avait aussi des phases de passage de connaissances, des phases aussi d'erreur dans les déploiements. On avait des problèmes de remplacement de modèles notamment et de reproductibilité aujourd'hui. C'était dur d'être capable de reproduire le même environnement, le même déploiement et les mêmes résultats en sortie. Donc beaucoup de problèmes. On a travaillé là-dessus derrière, on a commencé à amener finalement une vision DevOps. Donc j'entendais parler de DevOps tout à l'heure. C'est assez intéressant de repasser là-dessus aussi, puisque ça nous a permis derrière, en changement de vision, de se dire on a envie de déployer plus rapidement, mais on a aussi envie de déployer la même chose sur tous les environnements. Ça peut paraître bête, mais on avait quelques soucis entre notre environnement de dev, notre environnement de recettes. J'entendais qu'il y avait plusieurs environnements aussi à gérer tout à l'heure dans les autres projets. C'est vrai que c'est une problématique qu'on avait de reproduire exactement le même contexte sur tous nos environnements. Donc pour ce faire, on a changé notre méthode de travail, donc on est passé avec versionning du code forcément sur Bitbucket, donc le même pipeline jusque-là, donc on a notre application de machine learning. Derrière, notre modèle en sortie après sa validation est versionné sur un gestionnaire d'artefacts qui s'appelle Artifactory, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est tout assez classique et on peut du coup gérer tout le versionning de notre modèle et pouvoir le récupérer depuis plusieurs plateformes derrière, donc c'est assez pratique. Derrière, une chaîne de CI/CD. Donc on ne va pas être là pour discuter du choix des outils, mais ces outils sont standardisés pour tout le groupe. En tout cas, Jenkins, assez connu pour tout le monde. Je pense que XL Deploy, le deuxième logo que je vous ai noté, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez forcément. C'est un outil qui a été développé par Xebia à la base et qui permet le déploiement, enfin très simplement le déploiement d'un package depuis un environnement source jusqu'à un environnement cible. Donc là aujourd'hui, derrière ça, la vision, elle est passée d'une application qu'on avait directe à finalement un build, un package qu'on a. Ce package, on va le déployer directement sur tous les serveurs. Et on a une chaîne qui est complètement automatisée, plus d'action manuelle d'utilisateur, donc on déploie la même chose. Tout ça pour arriver à notre service en sortie. Donc on a un modèle d'un côté, le package de l'autre, on déploie tout, on déploie aussi notre API, et on se retrouve avec, jusqu'à notre environnement de prod, tous nos environnements automatisés, même contexte, peut-être le seul contexte qui va changer, c'est l'acheminement des données qui peut être différent selon les environnements. Mais on avait toujours de grosses limites sur cette approche-là aussi, notamment la gestion des packages. Là on est sur un projet Python par exemple, donc l'installation, le management de l'environnement de dev sur les autres environnements, notamment la production, donc les versions de Python, les versions d'Anaconda, les librairies, les frameworks, j'en passe. Pour ça, on est parti, comme c'était cité auparavant aussi, sur Docker et le déploiement d'images. Donc
sous forme de conteneur derrière, donc qui permet de simuler l'exact même environnement partout où on le déploie et d'avoir justement, de ne plus avoir de gestion mutualisée finalement de package. Ensuite, un autre problème qu'on rencontrait, la difficulté d'estimer donc, notre activité en production. Donc, en avance, être capable de prévoir quelle taille il faudrait pour le serveur de production pour déployer notre projet, la quantité de CPU, de mémoire, de disque qui va être utilisée lorsqu'on déploie aussi, le nombre d'utilisateurs qu'on aurait. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est difficile en début de projet de savoir exactement à combien d'utilisateurs on va déployer ce projet-là. Les périodes où on va être capable d'être toujours disponible, donc pour le 24/7, et pour ça, on utilise Kubernetes aujourd'hui. Je vais vous le montrer sous quelle forme. Donc on a on-prem OpenShift et dans le cloud aujourd'hui, on est sur GKE, on est sur GCP aujourd'hui. Et la dernière difficulté, grosse difficulté à éviter l'indisponibilité quand on redéployait une nouvelle version d'un modèle. Donc ça peut être ça peut être aussi une modification du code d'inférence. Donc aujourd'hui on avait une API qu'on déployait, donc si on veut changer cette API, on pouvait avoir une période d'indisponibilité au moment du remplacement, et tout simplement oui, toutes les évolutions qu'on pouvait avoir sur nos services. Alors, c'est pour ça qu'on est passé derrière à une vision qui était conteneurisée. Pour ça, on utilise aujourd'hui, donc moi je vous présente ce qu'on utilise on-prem parce que c'est dans le contexte du projet Smart Search. Si on a l'occasion de se recroiser plus tard, on pourra discuter aussi de ce qu'on fait sur le cloud plus précisément. Aujourd'hui, on-prem, ce qu'on utilise, c'est OpenShift. Je ne sais pas si vous êtes au fait d'OpenShift, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle un CAS aujourd'hui, Container as a Service Platform. Donc en fait, c'est Red Hat qui manage Kubernetes. C'est donc un produit qui est développé par Red Hat et qui livre en même temps que de permettre d'utiliser Kubernetes, qui livre aussi une console utilisateur et qui permet d'instancier l'installation, le management de leurs services sur des infras internes et sur des serveurs internes. Pourquoi on a choisi OpenShift pour nos déploiements? Parce que forcément, une technologie Kubernetes nous apportait pas mal de choses. Donc notamment le fait de pouvoir démarrer, stopper à la demande des conteneurs, des services, de pouvoir aussi les reloader selon des nouvelles configurations, d'avoir des conteneurs qui vont directement restart si jamais on a une erreur, on a un problème de production, ou je ne sais quoi, un problème sur la plateforme. On a directement toutes nos configurations qui vont se redéployer automatiquement. On n'a pas de période de non-disponibilité. On a la possibilité de setter à la demande et de façon dynamique les CPU, la mémoire, le stockage sous forme de quota en fait, par application qu'on déploie sur la plateforme. On a plein de services disponibles, donc un load balancer, un autoscaler, des routes, des persistants de volume, ça on le verra juste après. Et d'autres points qu'on a préféré noter aussi, donc d'autres forces qui sont amenées par OpenShift, c'est aussi le fait qu'on ait nos environnements qui soient identiques de la dev à la prod, sous forme d'image, comme on disait tout à l'heure, et que sur des configurations similaires, on s'est rendu compte avec le temps qu'on avait des bénéfices de coût notables en utilisant nos namespace OpenShift vis-à-vis de l'offre interne qu'on avait de VM, parce qu'on a aussi une offre interne de mise à disposition de VM qu'on pouvait utiliser et sur lequel on pouvait déployer des services. Donc, qu'est-ce que ça change pour nous derrière? Donc, on va refaire notre petit parcours, sauf que là, on va changer un peu la façon de voir les choses. Donc, on a toujours notre application de machine learning. Jusque-là, SmartText va toujours être déployé. Derrière, on a notre stockage sur Artifactory. Jusque-là, vous n'avez pas de surprise. La partie qui va changer, c'est la partie donc gestion des environnements, gestion des packages, mise en place d'une image donc pour la partie build, donc pour la partie modèle, mais aussi pour la partie API. Donc on va construire une image et téléchargement justement de ce modèle
des différents modèles de machine learning utilisés donc pour pouvoir déployer la partie modélisation de machine learning, et on va à côté avoir une image qui va déployer la version, donc le code aujourd'hui, la version exposition inférence de notre modèle de machine learning, donc notre service de prédiction si on veut. Derrière, ce qui se passe, c'est que cette image-là, on est capable aussi de la stocker sur Artifactory et de la déployer n'importe où derrière. Donc vous allez voir pourquoi je vous dis ça maintenant. Derrière, sur un autre, si on veut les cloisonner, on peut les cloisonner, mais on n'est pas obligé de les cloisonner. On va être capable sur OpenShift de déployer ce modèle et cette API aussi, donc deux conteneurs différents, ce qui va modéliser en fait finalement notre service à la fin. Ce service-là, ce qui est là où c'est hyper pertinent comme approche, c'est que pour nous, on est capable de le déployer autant de fois qu'on veut, de manière scalable, donc on est capable aussi de gérer un gros nombre d'utilisateurs, et ça nous a aussi facilité pas mal de choses sur l'aspect mise à disposition rapide, efficace et fiable de nos projets. Donc en fait, on a réduit assez drastiquement nos phases de livraison. Vous remarquerez aussi que je ne vous parle plus d'un data scientist et d'un data ingénieur aussi, qui étaient différenciés. Là, on a des compétences qui sont reliées. Ça peut être l'un ou l'autre qui déploie aussi des projets. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de machine learning engineer aussi chez nous. Donc ça a changé aussi les compétences chez nous. Ça a permis de mixer les compétences dans les équipes et de plus se focaliser sur ce qu'on livrait et sur la valeur du projet. Ce qu'on va avoir derrière et les challenges qui nous restaient derrière sur lesquels on devait faire face encore aujourd'hui, et il y en a encore certains qui sont au bout du jour, hein, c'est que ce qui est encore difficile derrière, c'est d'estimer le coût. Donc en avance de phase d'un projet de machine learning, c'est toujours assez difficile d'estimer le coût de développement d'abord et le coût de son... Mais on est capable aujourd'hui au moins de savoir son coût de déploiement. Simplifier le déploiement de modèle, donc ça c'est toujours ce qu'on cherche à faire, donc même si je vous ai présenté des manières de commencer à le simplifier, on voulait continuer dans cette démarche-là. Pouvoir mieux gérer le versionning de nos modèles, c'était un des gros challenges qu'on avait. Gérer le cycle de vie du modèle, donc être capable aussi en production de savoir si on garde notre pertinence de modèle, savoir depuis quel dataset on l'a déployé, avec quel dataset on l'a entraîné, pardon, d'être capable de reproduire exactement le même environnement, le même contexte, si jamais on a une erreur, de reproduire cette erreur aussi sur n'importe quel environnement, donc reproductivité comme je le mettais juste après. Le monitoring de modèle, donc pour la partie training mais pour la partie inférence, donc pour la partie training, gérer aussi le monitoring des métriques qu'on a en sortie d'un entraînement, et pour la partie inférence, gérer le point d'en dessous, donc la dérive de données qu'on pouvait avoir sur les résultats de prédiction. Améliorer donc le développement collaboratif, ça je le mentionnais juste avant, et toujours le même sujet, je pense que ça c'est le sujet chez vous aussi. L'aspect compliance, être capable pour de l'audit aussi de retracer tout le parcours du projet de machine learning, que ce soit pour le modèle ou les développements, parce que c'est des demandes qu'on a eues aussi. On nous disait souvent que c'était une boîte noire finalement ce modèle de machine learning. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'outils qui nous permettent de donner des réponses aux équipes sécurité, aux équipes infrastructure, aux équipes d'audit derrière, et de retracer tout ce parcours. Pour ça, on a amené du coup nos patterns MLOps, et c'est sur ça qu'on travaille continuellement. On est encore en train de travailler sur ça aujourd'hui. En ce qui concerne le projet que je vous montre ce soir, on va avoir ce qu'on a ajouté finalement à ce pipeline-là pour qu'il rentre justement dans ce qu'on peut appeler un déploiement complètement d'une pipeline MLOps. Donc jusque-là, je ne vous représente pas, vous savez jusqu'où on va. Derrière, j'ai rajouté MLflow, parce qu'on utilise MLflow on-prem aujourd'hui. Je pense que vous connaissez cet outil, mais qui permet plusieurs choses. On utilise la partie tracking pour être capable de ressortir des métriques aujourd'hui suite aux entraînements. On utilise aussi MLflow pour la partie versionning de modèles et pour pouvoir gérer finalement un catalogue de modèles qui sont mis à disposition et gérer les différentes versions si on a une deuxième version d'un modèle qui est en train de sortir aussi.
Et d'autres choses aussi, mais je les ai perdus. Pour la partie image, on est toujours sur le même contexte. Ce qui est assez intéressant derrière, c'est que finalement, quand on déploie de cette façon-là, l'aspect monitoring est simplifié avec le fait qu'on utilise OpenShift. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur OpenShift, on a aussi d'autres services qui sont mis à disposition, notamment le fait qu'on puisse construire une route, qu'on puisse construire un endpoint, qu'on puisse du coup mettre à disposition une API hyper facilement pour les utilisateurs. Donc derrière, en fait, on a juste à construire, à modéliser cette route et l'application aujourd'hui qui est utilisée pour consommer Smart Search a juste à appeler l'URL et derrière, on a directement le résultat. Ça nous permet du coup de gérer aussi la scalabilité, comme je disais tout à l'heure. Donc si notre nombre d'utilisateurs augmente drastiquement, on aura un nombre de pods qui va augmenter aussi drastiquement. C'est pas magique, il y a des limites. On est sur un service qu'on déploie on-prem, comme je le disais tout à l'heure. Donc on est forcément dépendant du nombre de machines physiques qu'on a chez BPCE. On n'est pas comme sur GCP, Azure, comme c'était présenté tout à l'heure, où la disponibilité de machines est quand même assez impressionnante. Nous, forcément, on n'a pas la même armada, même si elle est quand même très conséquente pour le groupe. Donc on a quand même des limitations, on essaye de limiter, on essaye de mettre des quotas sur la taille des namespace OpenShift qu'on a aujourd'hui et on préfère travailler avec les équipes pour augmenter la taille de leur namespace selon l'utilisation. Mais on n'est pas non plus sur une marge infinie non plus. Autre point hyper intéressant, c'est que le monitoring se fait d'un côté effectivement sur l'application utilisateur, donc on peut tracer en fait toute leur utilisation, on peut tracer les résultats. Je ne l'ai pas modélisé sur cette slide là, mais on a aussi on regarde aussi toute la partie résultats et dérives. Mais on a un monitoring possible technique de la plateforme et aussi un monitoring via MLflow des métriques des modèles qu'on a récupérés pour l'entraînement et du coup, ça nous permet de monitorer, d'être capable de savoir en temps réel si jamais on a un pod qui tombe, si jamais on a notre service qui est surutilisé et que notre namespace il commence à arriver à ses limites. On a en vision aussi on voudrait voir si on pourrait pas être capable de trigger le réentraînement de façon automatisée. C'est un sujet assez sensible aujourd'hui parce qu'on a des équipes qui veulent avoir du contrôle aussi sur ce qu'ils déploient en production, notamment nos équipes transverses. Donc c'est un peu difficile aujourd'hui de directement, mais on pourrait le faire avec des archives comme ça, mais c'est difficile de le faire de manière complètement automatisée, donc avec réentraînement et redéploiement direct du modèle. Et enfin, autre aspect hyper intéressant, c'est que ça nous permet de faire du canary deployment. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est d'être capable de déployer, il y a plusieurs choses derrière. On est capable de déployer une nouvelle version en même temps que la version qui est déjà disponible. Donc ça nous permet de ne plus avoir de période d'indisponibilité. Donc ça c'est assez pratique aussi. Et ça nous permet de remplacer finalement notre service au moment où le service a été déployé. Donc ça nous permet de faciliter la montée de version si on veut. Mais ça nous permet aussi de gérer un autre aspect, c'est la gestion du trafic. Donc aujourd'hui, si on utilise une nouvelle version de notre modèle ou une nouvelle version de l'API qu'on va déployer, on est capable de mettre une partie des utilisateurs sur l'ancienne version, continuer à checker les résultats. Une nouvelle partie, donc on va prendre, là sur l'exemple j'ai mis 25 et 60%, donc on va prendre une partie de nos utilisateurs et on va les rediriger vers la nouvelle version, on va regarder les résultats dans le temps. Une fois qu'on est content des résultats de la deuxième version, on peut mettre à jour. Donc ça nous permet aussi de faire cette gestion un peu plus douce sur la montée de version de l'API. Enfin, je vais vous montrer une slide un peu grosse, mais je ne vais pas vous la présenter dans le détail, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous donner une idée en ouverture des sujets sur lesquels ça peut nous mener. Donc là aujourd'hui c'est un autre sujet, mais c'est la même façon de voir les choses et c'est la même façon de déployer. Donc c'est un sujet sur GCP aujourd'hui, on met à disposition des Data Lab, donc on met à disposition finalement des environnements d'expérimentation pour des data scientists du groupe sur GCP, donc sur la partie Vertex AI pour les connaisseurs.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que finalement tout ce qu'on est en train de faire sur GCP aujourd'hui, on pourrait très bien en avoir une partie qui est faite sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, notamment l'utilisation de nos outils collaboratifs qui sont toujours on-prem, le fait de pouvoir construire une image on-prem donc sur OpenShift et de pouvoir la déployer potentiellement sur GCP derrière, faire le contraire, utiliser le compute sur GCP, parce qu'on a des énormes machines, si on veut utiliser du GPU par exemple, faire l'entraînement sur GCP et derrière redéployer on-prem. Donc on a pas mal de sujets hybrides comme ça qui sont en train d'arriver et ça nous permet d'adresser un nombre de sujets assez conséquents, assez intéressants. J'ai malheureusement pas pu vous les mettre sur les slides d'aujourd'hui pour contrainte de temps, mais bon, on en parlera une prochaine fois. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que tous nos sujets finalement rentrent dans la même démarche, derrière, la même démarche MLOps. Enfin, pour conclure, quelques points d'intention et un peu si je peux vous donner quelques key points à retenir vis-à-vis de cette présentation-là, nous, les bénéfices qu'on a vus de la mise en place des patterns MLOps finalement sur tous nos sujets, c'est la scalabilité, ça je pense que tout le monde est au fait là-dessus, c'est quand même un des points majoritaires, et la réduction des risques et des biais. Seamless integration, ça c'est pour la partie donc gestion entre les différentes compétences et les équipes qu'on a sur les projets. Tout le monde est au fait finalement du projet et beaucoup mieux intégré. Donc on a des équipes Ops aussi qui sont beaucoup plus au fait de ce qu'on est capable de faire, peuvent nous aider à déployer aussi, utilisent des outils qu'ils connaissent et du coup nous on s'est mis à connaître les outils transverses finalement sur lesquels on déployait. Pareil entre les data engineers et les data scientists. Une meilleure utilisation de nos données. L'aspect compliance, j'en parlais tout à l'heure, pour l'aspect audit et être capable de retracer finalement tout le parcours de ce modèle et le parcours du projet derrière. Réduction du temps et des efforts. Donc on a un métier qui est un peu plus satisfait aujourd'hui des temps de déploiement des projets de machine learning. Donc ça c'est vrai que c'est quand même le cœur de notre métier finalement. On travaille pour BPCE aujourd'hui, on travaille pour des agences, des établissements. C'est quand même ça le but final à la fin. C'est de pouvoir leur déployer des solutions qui sont efficaces pour eux. L'aspect monitoring, donc pour l'entraînement, mais aussi pour l'inférence. Et la confiance, donc la confiance dans ce qu'on livre, la confiance dans les environnements, la confiance dans les modèles, et la confiance aussi dans nos parcours de déploiement et utilisateurs aujourd'hui. Donc tous ces bénéfices-là nous permettent de dire qu'on est capable aujourd'hui de construire des applications de machine learning qui sont prêtes pour la production. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. C'est une question super intéressante. En fait, c'est pour ça que je vous disais que là j'ai essayé d'utiliser quand même un projet qui utilisait tous ces patterns-là. Ce projet-là était déjà déployé sous une autre forme et finalement on l'avait adapté pour le déployer sur Kubernetes. Mais aujourd'hui, nos data scientists et nos data engineers qui bossent sur les différents sujets ont quand même la main sur les frameworks qu'ils vont utiliser, notamment pour le déploiement. Donc quand je présente Flask aujourd'hui, c'est pas forcément une technologie qui est figée. On leur laisse aussi la main aujourd'hui aux différentes équipes et sur les différents projets, sur les frameworks, les technos qu'ils vont utiliser. Et derrière, c'est vrai que c'est hyper intéressant si on commence à se focaliser sur des technos qui sont déjà Kubernetes natives. Et je pense que ça ira dans ce sens-là, parce que ça facilitera le déploiement aujourd'hui. Mais sur ce sujet-là, c'est pas le cas en tout cas, mais ça ne veut pas dire que c'est figé sur les autres projets. Comment est-ce que vous avez résolu du coup le problème du versionning de modèles? Alors, versionning de modèles, du coup, donc c'est réglé de plusieurs façons, parce qu'on a des usages qui ne sont pas forcément aussi avancés les uns avec les autres, donc on a des équipes qui veulent rester plutôt sur un versionning sur Artifactory, donc
qui demandent plus de rigueur, donc c'était versionning assez manuel, mais finalement eux ils géraient plutôt bien leur système de repo, donc ils arrivaient à versionner finalement avec un système de repo assez classique, production avec leurs différents environnements d'expérimentation et sur le naming du modèle, donc on a des équipes qui fonctionnent comme ça. MLflow aide énormément là-dessus aussi, donc on utilise MLflow on-prem, oui, aujourd'hui c'est l'outil majoritaire utilisé, donc il aide énormément à cette partie versionning. Et sur GCP, c'est le modèle registry de GCP aujourd'hui qui est utilisé pour toute cette partie stockage du modèle, gestion, enfin versionning et gestion des différents modèles qu'on va déployer derrière, donc avec les être capable de taguer si un modèle est le modèle de production utilisé ou un modèle en expérimentation. Allez-y. Dans le cas des modèles de transformers Hugging Face qui sont quand même assez lourds, ouais. Ça pose... Ah, souris. Ça tient Artifactory, ça tient dans les... Super question. Où vous avez dû tricher, mettre du GitLFS ou autre chose. Et aussi, est-ce que vous arrivez à récupérer proprement les modèles open source, enfin en accès libre, depuis Internet chez vous, sans avoir des embrouilles avec la compliance, la sécurité, etc. Alors, je vais répondre aux deux questions de façon distincte, mais c'est deux très bonnes questions, parce que c'est les problématiques qu'on a aujourd'hui avec Artifactory notamment, et nos équipes sécurité et infrastructure. Donc la première question, qui est au niveau du coup du stockage de modèles qui sont assez volumineux. Donc c'est vrai que ça peut poser une problématique donc, au niveau du stockage comme on le disait, mais ça peut nous poser aussi des problématiques en termes de déploiement, parce que le déploiement sur les conteneurs avec des fichiers qui sont volumineux, ça crée forcément un chargement qui est plus long, et de temps en temps, ça nous est arrivé au niveau des sizing, ça nous a demandé d'adapter nos sizing aussi des pods, parce qu'on avait des configurations de base sur les volumes de stockage et qui ont drastiquement augmenté avec des modèles de ce style. Pour le coup, OpenShift a réussi à tenir le coup, donc on n'a pas de problématique, on a juste dû adapter nos configurations et augmenter un peu les déploiements. Donc pour les personnes qui utilisent des modèles aussi volumineux, forcément le namespace est un peu plus gros. Par contre, sur Artifactory, on arrive à stocker ces modèles-là. Donc on n'a pas eu la problématique avec Artifactory. On s'est posé la question au départ, on se demandait, et finalement ça a tenu la charge pour les différents modèles. La deuxième question, donc au niveau de la récupération de repo public du style Hugging Face. Donc aujourd'hui, on a tout un workflow qu'on a dû mettre en place avec les équipes OpenShift et sécurité pour la validation des images et pour la validation et la récupération des packages qui sont aujourd'hui mis sur des repos disponibles open source. Donc style PyPy, hein, ça peut être aussi pour la gestion des packages Python. En fait, on passe par les équipes OpenShift et sécurité en leur demandant de valider en fait un repo public, donc un URL finalement. Eux, ils regardent ce qu'on veut faire valider, ce qu'on veut récupérer. Ils acceptent ou non le repo, hein, parce que ça nous est arrivé d'avoir des refus, notamment sur Docker Hub, sur certaines parties qui étaient non sécurisées. Mais une fois que ce repo est accepté, on a aussi tout un mécanisme côté sécurité de scan des images qui sont récupérées, scan des packages qui sont récupérés, c'est quoi la dernière chose? Ah oui, et aussi mise à disposition de façon mutualisée des images qui sont utilisées, parce que ça peut très vite devenir excusez-moi le terme, mais un foutoir pas possible si jamais tout le monde veut récupérer une version d'une des images disponibles. Donc je sais pas, imaginons, je veux récupérer une image depuis Docker Hub, une des versions, et qu'une autre équipe voudrait l'utiliser. On a aussi toute une gestion de la mutualisation des images et de la mise à disposition d'un catalogue finalement d'images pour tous les collaborateurs, pour pouvoir justement ne pas répliquer de façon un peu bête et méchante toutes les images qu'on a. J'ai une question qui est donc liée au fait de maintenir un Docker registry, enfin une image registry. Parce que là, vous maintenez à la fois un modèle registry et un Docker registry. Parce que c'est pas pourquoi vous dockerisez pas tout en fait, et qui simplifierait un petit peu la maintenance. Donc ça, c'est un premier point. Je sais pas si je suis clair. Docker registry, c'est par rapport au gestionnaire d'images. Oui, c'est ça. C'est sur Artifactory aussi.
Et donc les deux sont sur Artifactory. Vous avez un seul registre pour les images Docker et pour les modèles aussi. Ah, tout est sur Artifactory. Donc c'est un seul micro-registre. D'accord, ça répond déjà à la première question. Et la deuxième question, c'est, j'ai vu que vous avez 3 environnements, mais vous avez la même image qui tourne sur les 3 environnements. La question est de savoir, est-ce que vous ne pouviez pas utiliser, d'un point de vue DevOps, les 3 environnements de manière séparée, des images différentes qui tournent, histoire de pouvoir tester une image dans un environnement plutôt qu'un autre. Très bonne question, du coup, ça n'avait pas été très clair sur cette partie-là. En fait, les environnements sont complètement décorrélés. On ne fait pas de façon simultanée le déploiement sur tous nos environnements, donc on peut très bien déployer une autre image en test sur notre dev et derrière elle va passer en phase. C'est juste, en fait, je voulais expliquer le fait qu'on passe toujours d'un environnement d'expérimentation à un environnement de recette, à un environnement de production. Mais derrière, ces déploiements sont complètement dissociés, peuvent se faire de manière automatique, enfin, peuvent remonter les environnements de manière automatisée si les équipes le veulent, mais peuvent très bien passer par des process de validation entre les environnements et on peut déployer ils sont complètement décorrélés, c'est des environnements complètement différents, des namespaces complètement différents aujourd'hui. Même que ce soit, là pour le coup, ça c'est le cas sur tous nos outils. On est toujours, vu qu'on est un groupe assez conséquent, on a aussi des standardisations en termes d'environnement. Et sur tous les outils qu'on déploie, on aura toujours plusieurs environnements qui sont complètement décorrélés et la communication ne se fait même pas entre ces environnements-là. Ils sont complètement dissociés. Donc en dev, je peux très bien avoir une image, en prod, j'ai une autre image, ça c'est pas un problème. Le seul truc que je voulais dire par là, c'est qu'on est capable de redéployer cette même image sur tous les environnements, du coup de resimuler en dev ce qu'on a en prod et du coup de pouvoir faire de la résolution d'erreurs derrière et troubleshooting comme on disait tout à l'heure aussi. Voilà. Oui. Si j'ai bien compris, les équipes elles sont quand même assez libres sur le choix de la techno, que ce soit OpenShift, Google Cloud. En fait, comment est-ce que vous assurez la maintenabilité et la formation des équipes en fait, à ces différents outils et techno? Alors, elles sont libres sur la gestion des packages, des frameworks. En termes d'infrastructure, c'est un peu différent. Il y a des choix groupes qui ont été faits. Donc pour le cloud aujourd'hui, la direction a été de prendre GCP. Donc en fait, on a des projets qui peuvent choisir d'aller dans le cloud et du coup vont aller sur GCP. On a aussi d'autres cloud providers, mais pour des sujets plus précis. Mais pour la partie data, on est parti sur GCP. Et pour la partie on-prem, on leur permet d'utiliser OpenShift, on a aussi une offre de VM interne, mais en fait, ils n'ont pas vraiment le choix sur les infrastructures globales, parce que finalement, ils ont soit le choix d'aller on-prem et d'utiliser ce qu'on peut leur mettre à disposition, soit sur le cloud et d'aller sur GCP. Donc en termes de maintenabilité, on n'a pas non plus 150 types d'infrastructures différentes à gérer. Par contre, c'est un très bon point de le mentionner, c'est qu'on a dû mettre en place des équipes infrastructures sur chaque type d'infrastructure, et ça demande du coup de la formation des équipes de production applicative aussi qui suivent les sujets, des équipes sécurité, parce que quand on est passé sur des sujets cloud, forcément, les équipes elles ont dû monter en compétences aussi, et on est là, enfin notre équipe de façon transverse, on est aussi là pour accompagner toutes ces équipes sur des aspects de formation et d'accompagnement. Mais OpenShift aujourd'hui, c'est mis à disposition, c'est pas imposé, mais on essaye pour les nouvelles équipes et les nouveaux usages, s'ils ont envie de vraiment déployer de manière simple et efficace, de les amener vers cette technologie-là. Donc nous, en fait, on va proposer des patterns déjà existants. On va pas non plus c'est pas non plus porte ouverte à n'importe quel type d'infrastructure qu'on pourrait utiliser, parce que de toute façon, elles doivent passer par des workflows de validation sécurité, de mise à disposition, d'urbanisation derrière, donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Donc non, c'est plutôt on-prem OpenShift, et après, cloud, on a différents cloud providers selon les types de sujets, et data, c'est plutôt GCP. Oui. Est-ce que OpenShift permet de garder les versions du déploiement de Kubernetes que vous faites, ou est-ce que vous gérez vraiment les déploiements avec des images Artifactory? J'ai pas bien saisi la question. Est-ce que les déploiements que vous faites sur OpenShift, vous avez une trace, parce que j'ai vu que vous pouviez passer d'une version 2 à une version 1. Est-ce que c'est juste N-1 ou vous gardez toutes les versions? On peut les garder, ça c'est libre aussi aux différentes équipes projet de voir combien de versions elles veulent garder. De base, c'est sauvegardé.
Derrière, c'est plutôt dans l'autre sens, on a plutôt des mécanismes de purge qui viennent effacer les anciennes versions non utilisées, mais de base, on est plutôt sur du stockage d'anciennes versions. Après, pour être totalement transparent, on a encore très peu d'usages qui ont un nombre de versions de leur projet ou de leur service de machine learning aujourd'hui hyper conséquent. J'ai pas de projet aujourd'hui qui ont 10 versions de leur API mises à disposition. Merci beaucoup.